Bonjour à tous. Donc, Kyoto, qu'est-ce que c'est? Qui nous sommes? Je m'appelle Alessandro Massi. Ça fait 10 ans que je suis en France. Je fais partie de mes études ici en France, à Strasbourg et après à côté de Paris. Et j'ai travaillé longtemps dans les médias, dans la presse, où j'ai pu constater différentes situations intéressantes. Et pour ça, après, on vous expliquera comment on a décidé de se lancer dans ces projets. À la base, je suis ingénieur informatique et mon associé, Peter Pontouche, il a plus un profil économie et finance. Kyoto, c'est concrètement un outil orienté éditeur qui permet de faire de la vente à l'unité des articles sans perdre tout le potentiel qu'il y a sous les abonnements. D'une manière très simple, on a étudié ça longtemps, on s'est dit que pourquoi les éditeurs aujourd'hui ne veulent pas faire de la vente à l'unité, c'est parce qu'ils ont peur de perdre des abonnements, que c'est très important pour eux. Avec différentes solutions, on s'est dit, qui sont déjà présentes, on s'est dit, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour aller dans ce sens, pour faire que les éditeurs ouvrent la porte de la vente à l'unité et donnent la possibilité aux lecteurs occasionnels, qui de toute façon, ils ne verront jamais s'abonner, de consulter un article premium, payant. On vous dira ça plus dans la suivi des slides. Les modèles un peu innovants que Kyoto propose, c'est de préacheter des abonnements auprès des éditeurs pour vendre après à l'unité les articles directement sur leur site internet. C'est ça le modèle un peu différent. C'est-à-dire que Kyoto n'est pas un système tiers, n'est pas une plateforme tierce, ce n'est pas une tablette, ce n'est pas une solution sous tablette ou sous smartphone. C'est vraiment un outil qui s'intègre sur le site de l'éditeur et fait de la vente à l'unité. On va quand même un petit peu débalayer un petit peu toutes nos études et toutes nos analyses qu'on a fait depuis 2 ans quasiment. Aujourd'hui, si on fait une petite analyse, on s'aperçoit déjà en termes de trafic que les éditeurs, les sites internet des éditeurs ont de plus en plus un trafic qui vient pas forcément de la home page. Vous le savez, ça a évolué énormément. On a de plus en plus les réseaux sociaux. Et du coup, le point d'entrée, l'article, est vraiment un nœud assez important. Ça vous arrive souvent, j'imagine, que des amis ou des collègues vous envoient des liens sous des articles qui parlent de certains sujets et pas forcément directement sous la home. C'est pour ça que le point d'entrée il est de plus en plus important et c'est l'article. On voit aussi une façon un petit peu différente de consulter certains contenus. On appelle ça voilà, les plateformes tierces. Vous connaissez Instant Articles qui est arrivé, ça fait pas longtemps, ou d'autres systèmes qui permettent de consulter des contenus sous d'autres sites ou d'autres modèles que le site éditeur. Pour parler aussi un peu des chiffres, voilà, on a pris un exemple du Parisien. L'audience mobile du Parisien, ça représente plus de 30% qui arrivent des plateformes tierces. Quand on parle de plateformes tierces, on entend réseaux sociaux, on entend les moteurs de recherche, on entend voilà, tout ça. Ou des outils aussi comme aujourd'hui Instant Articles ou d'autres plateformes qui permettent de consulter un article ou d'accéder à la consultation de l'article. Comme je vous disais, l'article prend de plus en plus de l'importance. Donc, on a une home page, ce sont des statistiques plutôt anglaises, où on voit que sur les sites éditeurs, ça baisse énormément la consultation sur les homes, et ça augmente au fur et à mesure l'accès au site éditeur par la page article. L'article du cul devient, comme je vous disais, de plus en plus important pour l'éditeur. Point aussi important, attention, dans la première phase, on parle d'estimation. Vous avez surtout entendu parler ces derniers temps que presque la moitié des revenus de la presse est déjà déportée sous des plateformes externes. Que ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être Facebook, ça peut être Twitter. Tous ces trafics en termes d'audience, donc de revenus, est déjà déporté. Et une estimation dit que dans les prochains 10 ans,
ça va augmenter, cette déportation des revenus, d'environ 15%. Du coup, il y a un défi assez important pour les éditeurs d'être présents sur les réseaux sociaux tout en gardant, selon nous, une force et une maîtrise de leur modèle et de leur stratégie. Quelques chiffres assez intéressants aussi. Après, on peut la lire de différentes manières. On essaie de l'interpréter comme ça, selon nous. 57%, on a dit seulement 57% des lecteurs, ils se rappellent de la marque du site auquel il a consulté un article. C'est-à-dire que dans une journée, vous allez recevoir plusieurs articles par vos amis, par les réseaux sociaux, et juste un peu plus de la moitié, vous allez vous rappeler quelle marque c'était, quel éditeur. Est-ce que c'était Les Parisiens, est-ce que c'était Libération, est-ce que c'était Ouest France? C'est en fait le contenu qui a de l'importance. En contrepartie, et c'est très intéressant aussi, c'est que quasiment 70%, selon une étude statistique, un échantillon, dit qu'il est prêt, en tout cas, à aller après sur le site. C'est-à-dire rester sur le site éditeur et continuer à consulter. Alors ça montre bien, et ça on le sait en tant que professionnel de la presse, le contenu, il reste et est toujours le point plus important chez un journal et chez un journal en ligne aussi. Du coup, la segmentation des lecteurs et la monétisation. Je laisse la parole à Peter. Merci Alessandro pour cette première partie. Donc, on a un petit peu présenté le contexte dans lequel on se situe. Et maintenant, on va poursuivre en essayant de faire une esquisse d'une segmentation des lecteurs qui sont actuellement ou qui arrivent sur le site de l'éditeur actuellement. Donc, tout d'abord, avant de faire cette segmentation, essayons d'abord de comprendre quelles sont les caractéristiques de ces lecteurs. Si on prend les données de l'Institut Reuters de cette année, donc en fait, pour la France, ce sondage révèle que pour la France, il y a eu à peu près 11% des lecteurs qui ont déboursé de l'argent sur l'année écoulée pour la presse en ligne. Ça peut être débourser de l'argent de manière régulière et des sommes conséquentes, comme ça peut être un achat unique sur l'année. Donc 11% des lecteurs ont été prêts à débourser de l'argent l'année précédente. Ce chiffre de 11% se situe à peu près au milieu du classement des pays couverts par l'étude Reuters. Donc on n'est ni trop haut ni trop bas, mais en termes de... Donc ces 11% sont plutôt plus proches du minimum des pays qui étaient de 7%, et le maximum était au-delà de 20%. Donc on est quand même au milieu du classement, mais plutôt vers le bas en termes numérique de cette valeur. Donc ces 11% des lecteurs avaient un budget annuel de l'ordre de 45 €. Et si on étudie comment ce budget a été dépensé, la majorité ou alors une majorité de ces lecteurs ont fait des achats à l'acte. Donc il y a une majorité de ce budget qui est dépensé aux achats à l'acte, que ce soit sur des kiosques ou sur le site des éditeurs, mais ce n'est pas que de l'abonnement. Ces 11% ne sont pas des lecteurs abonnés. On peut passer à la slide suivante. Donc, continuons à comprendre un petit peu quelques caractéristiques avant de faire la segmentation. Donc, si on regarde les statistiques de l'année dernière sur les visites des sites de presse en France, donc ce chiffre de 15 milliards de visites, il fait rêver, mais bon, derrière, on sait qu'il y a aussi pas mal de bruit ou de choses pas forcément monétisables, mais ça reste quand même un chiffre conséquent. Et ces 15 milliards de visites sont essentiellement, ou alors en grande majorité, attribués à des lecteurs non abonnés, ou alors des visiteurs qui ne sont pas abonnés. Et par ailleurs, on sait aussi que les taux de transformation, quand vous proposez un abonnement à ces lecteurs, généralement, ces taux de transformation sont bas. Pour vous donner un exemple chiffré récemment révélé par Libération, environ 5% de leurs lecteurs sont des lecteurs abonnés, enfin lecteurs payants, qui sont essentiellement des abonnés.
Et le taux de transformation de leur nouveau paywall tourne autour des 0,1% par mois. C'est-à-dire sur 1000 affichages du paywall en disant ce contenu est réservé aux abonnés, il y a à peu près 10 personnes qui vont, une personne qui va s'abonner. Donc ce n'est pas très, très grand, une personne par mois. Pardon, ça c'est Libé. Voilà, c'est Libération qui a récemment publié ces données. Donc, poursuivons maintenant avec une esquisse de segmentation, comme je disais. Donc, réfléchissons en termes de 4 segments. D'une part, un segment d'électeurs réguliers qui sont prêts à payer. Et là, les chiffres ou l'ordre de grandeur qu'on pourrait avoir en tête, ce serait vers les 3%. Ça peut être un peu plus chez certains éditeurs. Mais si on prend l'ensemble du paysage journalistique en France, on pourrait tourner autour des 3%. Prenons complètement l'autre extrême des lecteurs, les lecteurs occasionnels qui ne payent pas. Là, on parle de chiffres qui peuvent tourner autour des 75%, voire 80%. Certains pourraient même dire que c'est plus vers 80%. Mais en tout cas, cet ordre de grandeur, il est à peu près récurrent. C'est à peu près cet ordre de grandeur qu'on voit. Et maintenant, regardons les deux autres segments restants. D'une part, les lecteurs occasionnels qui, de temps en temps, payent, que ce soit des achats à l'acte par article, si c'est possible, ou par numéro en version numérique. Là, on pourrait parler de l'ordre de entre 5 et 10% de lecteurs actuels. Donc, au total, vous voyez que ces deux chiffres devraient donner les fameux 11% qu'on a vu dans l'enquête Reuters. Et le dernier segment qui nous reste, lecteurs réguliers, donc qui viennent vraiment régulièrement sur les sites des éditeurs, mais qui ne payent pas. Et donc eux, on peut dire qu'il nous reste environ 10 à 15% de la population des lecteurs. Je ne comprends pas le sens de lecture. Il y a 2 ou 3% des lecteurs réguliers qui payent. Voilà. Donc si vous prenez tous les lecteurs de la presse, parmi tous les lecteurs, il y a à peu près 3% des lecteurs qui payent, donc abonnement ou achat à l'acte. Voilà, c'est des lecteurs réguliers et qui payent. Mais 6 à 10% des lecteurs occasionnels payent. Voilà. Donc ça, c'est les fameux achats à l'acte qui restent majoritaires en France, contrairement à certains autres pays en Europe. Et à l'autre extrême, ça veut dire que, selon vous, 10 à 15% de lecteurs réguliers ne sont pas prêts à payer. Ou ne le font pas pour l'instant. Ne le font pas, ou ne sont pas prêts, ou ne le font pas. Voilà, C'est-à-dire ça peut être aujourd'hui, l'un ou là, vous verrez par la suite qu'il y a des actions possibles. Mais ces segments-là, aujourd'hui, ne souhaitent pas payer. Ils ne veulent pas, ou les outils ne sont pas adaptés. Ou... Je ne comprends pas si, sur une base 100, si on n'a que 3% de payeurs, il y a 97% de non-payeurs. Donc les 10-15%. Non, pardon. Là, c'est des payeurs. Ça, plus ça, c'est des payeurs. C'est juste que ça, c'est des payeurs qui sont des lecteurs réguliers. Ça, c'est des payeurs qui sont des lecteurs occasionnels. Vous voyez, payeurs sont ceux-là et ceux-là. Le tout, exactement. Ces 4 segments qui se répartissent, les 4 donnent 100. Voilà, mais ces chiffres-là sont des chiffres plutôt... c'est des estimations, des esquisses. Ne le prenez pas à la dernière décimale près. Mais... Une phrase pour expliquer, pour dire un exemple. Alors, vous diriez quoi? 2 à 3% de quoi? Des payeurs réguliers, machin. Vous diriez quoi comme phrase pour expliquer le chiffre pour qu'on comprenne? Les lecteurs qui sont prêts à payer à l'heure actuelle ou qui payent à l'heure actuelle se répartissent entre environ 3% du total des lecteurs qui sont des lecteurs réguliers et entre 5 et 10% qui sont des lecteurs occasionnels. 90 autres. Ça, c'est tous les lecteurs. Ça, c'est les lecteurs qui payent. Ça, c'est des lecteurs qui ne payent pas. Mais si vous voulez, on revient dessus encore dans la partie question. 75% plus 15 plus 10 plus 3 et on trouve 100, c'est ça? C'est ça. Ah bon, d'accord. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Hein. Le bassin il est le même, le bassin d'utilisateurs. Alors, maintenant, si on poursuit un petit peu la réflexion,
Actuellement, comment on fait la monétisation? Donc, si on réfléchit en termes de lecteurs abonnés et de lecteurs non abonnés, donc ces deux groupes, la monétisation de contenu, que ce soit un contenu en accès libre ou contenu premium, elle est plutôt déjà bien faite pour ce qui est lecteurs abonnés. Donc, il y a à la fois la monétisation directe à travers l'argent, mais il peut y avoir aussi de la pub, ça dépend des éditeurs, s'ils combinent l'abonnement avec la pub ou non. Mais essentiellement, il n'y a pas tellement de problèmes actuels sur la monétisation des abonnés. En revanche, sur les lecteurs non abonnés, sur le contenu en accès libre, la monétisation est faite par des moyens tels que la pub ou l'exploitation des datas. Mais la monétisation du contenu premium pour les lecteurs non abonnés, elle est un peu... il y a des questions à se poser. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de monétisation de ce contenu. Il y a la monétisation, mais souvent, elle est soit partielle, soit externalisée. On doit compter sur des plateformes externes telles que des kiosques. Et il n'y a pas vraiment une monétisation sur le site des éditeurs en règle générale. Il y a des nouvelles méthodes qui émergent, mais pour l'instant, on est en train de tâtonner un petit peu et chercher comment le faire. Donc, si maintenant on réunit les deux slides précédentes, donc d'une part la segmentation des lecteurs, donc vous avez ces 4 segments de lecteurs, et d'autre part, comment on devrait penser la stratégie de monétisation, on pourrait dire deux choses. Donc d'une part, il faut penser la stratégie de monétisation en gardant en tête ces 4 segments et proposer des solutions qui sont adaptées aux besoins et aux capacités de chacun des segments. Et deuxième point, il faut reconnaître que ces segments ne sont pas fixes, c'est-à-dire il peut y avoir, c'est des vases communicants, un lecteur qui est régulier et qui n'est pas payant ou qui n'est pas payeur, il peut tout aussi bien se retrouver dans ce segment-là si on lui propose une bonne solution. Donc proposer ces solutions de monétisation à chaque segment, ça veut dire proposer pour des lecteurs réguliers soit des achats à l'acte, soit des abonnements un peu promotionnels qui vont les convaincre de passer de la catégorie non payeur à la catégorie payeur. Chez les lecteurs occasionnels qui ne payent pas, pareil, il faut proposer des solutions simples pour acheter de temps en temps du contenu payant, et donc essentiellement à travers des achats à l'acte. Et donc vous voyez qu'en proposant des solutions qui peuvent répondre aux besoins de certains des lecteurs dans ces segments-là, on peut les faire basculer dans le segment qui est le segment des lecteurs payeurs. De la même manière, si vous proposez aux lecteurs occasionnels qui payent actuellement des solutions adaptées, vous pouvez les faire basculer éventuellement même dans la catégorie des réguliers. Donc on peut penser à des solutions d'abonnement en multititres, mais toujours les achats à l'acte pour les lecteurs occasionnels payeurs peuvent tout aussi bien être une solution de monétisation adaptée. Et finalement, on se retrouve dans le segment des réguliers qui payent. Et là, le but ultime pour chaque éditeur, c'est d'obtenir de plus en plus d'abonnés. Donc, finalement, il faut penser la stratégie de façon à ce qu'on ait tendance à pousser les lecteurs plutôt dans cette catégorie-là, si on peut. On ne peut pas avoir les 100% des lecteurs là-bas, mais on peut penser la stratégie de façon à ce qu'on maximise cette catégorie-là. Je fais juste une parenthèse pour si voilà, vous cherchez une phrase peut-être générique. C'est pas qu'il n'y a pas de phrases génériques, c'est vraiment une idée des stratégies que l'éditeur peut mettre en place. Là, je pense que vous-même, vous pouvez comprendre que si là, on se rappelle les 75%, c'est les potentiels les plus importants, les segments les plus importants sur lesquels on peut chercher une transformation. C'est ça, en fait, comment on doit interpréter les chiffres qu'on a montrés et un petit peu la vision de l'abonnement qui est très sensible à l'éditeur. Après, on peut continuer toujours à la recherche des petites phrases ou des petits points importants. C'est qu'en fait, l'achat à l'acte n'est pas simplement un vecteur pour arriver à l'abonnement, mais ça peut être une source de revenus elle-même. Ça, ce n'est pas encore très bien assumé, on peut dire ça, par les éditeurs. Mais ça peut être une source de revenus en tant que telle.
Du coup, je continue de mon côté. On entre maintenant plus dans ce qu'il y a aujourd'hui en place chez les éditeurs. On a fait une diversification très simple. On appelait les paywalls d'un côté et le freemium. On a simplifié, hein, donc ça on l'assume parce que, comme vous savez, un freemium, qu'est-ce que c'est? Un freemium, c'est simplement une verticale, ou en tout cas tout un côté premium chez un éditeur et tout un côté accès libre. Et puis, le paywall, c'est un mix où on a en fait des blocages pour pouvoir continuer, des blocages des fois contrôlés, donc le paywall metered ou le paywall contrôlé, où on a la possibilité de lire 5 articles par mois, 7 articles par mois. Il faut créer un compte pour consulter. Mais à la fin, l'objectif est un seul, aller vers l'abonnement, aller vers la transformation. Que ce soit le freemium ou le paywall metered. Voilà, il y a différentes typologies. On a pris quelques exemples. On a pris les Parisiens qui est un peu plus flexible. Le Monde, c'est un très bon exemple des freemiums, on pense. Les Égos, pareil, il fait des compteurs comme Libération. Ça, voilà, c'est quelque chose que vous connaissez. Et Mediapart, c'est aussi le plus comment dire, le plus précis parce que, ou rigide, hein, c'est un mot peut-être fort, mais en gros, il faut payer pour lire ce que Mediapart a écrit. Ça, pareil, c'est une stratégie aussi éditoriale. Ils ont des contenus qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc, on les paye. Qu'est-ce que vous appelez flexible? Flexible, c'est que... Pardon. Donc la flexibilité, elle peut être dans le fait que vous laissez rentrer à travers le paywall certains types d'accès, que ce soit des réseaux sociaux ou que ce soit des accès d'un certain type. Vous pouvez les laisser rentrer alors qu'un accès qui arrive sur le site et qui veut consulter cet article serait bloqué. Donc en fait, il y a une sorte de... Oui, on autorise certaines consultations. Ça peut être aussi, la flexibilité peut être aussi le côté metered de paywall. Donc. Voilà. Voilà. Ça peut être ou c'est une campagne spécifique sur Facebook ou sur Twitter parce que voilà. Oui, voilà. Effectivement. Donc la question pour la fin, parce que sinon Voilà, on a fait un comparatif des compteurs cachés, des compteurs utilisateurs. Enfin, vous avez vu quand même que la mise en place d'un paywall chez un éditeur, en termes techniques, en termes d'ergonomie, c'est pas si simple. On parle de ça, donc, quand on dit compteur caché, vous avez sûrement vu que voilà, c'est avec un cookie qu'il va savoir si vous avez consulté 5 ou 7 articles. Mais vous savez aussi qu'il suffit de supprimer ces cookies-là, et vous avez un nouveau accès. Donc, d'autres, ils mettent en place des techniques un peu plus fortes, cookies, adresse IP, et ils font la reconnaissance. Mais disons que ce sont des solutions qu'on peut contourner. Voilà, c'est ça aussi la problématique de ces barrières, si on peut l'appeler comme ça. D'autres, et il y en a pas mal hein, qui commencent à faire ça, ils proposent tout de suite créer un compte. Tous les articles qu'on a chez nous sont bloqués, à part l'AFP, un flux AFP automatique, tout donc pour l'accès libre et l'audience. Tout ce en revanche est fait par la rédaction demande la création d'un compte. C'est gratuit, mais au moins, c'est vraiment contrôlé. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas détourner, à part créer des fausses adresses mail. Mais bon, ça, vous pouvez, sauf au jour qu'il va vous demander confirmation de votre adresse mail. Et très important pour l'éditeur, il y aura les datas. On peut commencer à collecter un peu de data. Donc là, on a pris quelques exemples des paywalls qui sont très jolis. Hein. C'est vrai que ça donne envie des fois de s'abonner, on voit tout de suite 1 euro. Donc c'est vrai, maintenant, voilà, c'est très intéressant comme ils font. Il vous reste 90% à lire, 87% à lire. J'en profite. Mais la vraie question que nous, on s'est posée, est-ce que nous sommes sûrs que tous ces gens veulent s'abonner? Chaque fois on arrive sur ces articles, j'ai un copain qui m'a envoyé un lien sur l'équipe parce que je suis un fan de rugby. Je ne suis pas abonné à l'équipe, je vais lire cet article, je vais le payer, mais je ne vais pas m'abonner. Et c'est là le sujet. Rappelons-nous qu'on parle juste des 1% des transformations pour les abonnés. On parle peut-être, alors là c'est des estimations, de plus de 80% d'un bassin potentiel de lecteurs occasionnels prêts à acheter.
à l'unité. La fameuse possibilité des sources de revenus. Voilà, donc on va un petit peu accélérer parce qu'on s'approche de la fin. Donc nous, on pense que afin de répondre à ce problème-là, donc le paywall qui a un taux de transformation très bas, il faudrait penser également un autre axe de monétisation qui serait la vente à l'unité de manière généralisée chez les éditeurs. Pour l'instant, cette activité, si elle est présente chez les éditeurs, elle est considérée comme assez marginale. Et nous, on pense qu'elle peut devenir une source de chiffre d'affaires assez conséquente, à condition qu'on fixe le prix par article de manière un peu raisonnable, en commune mesure avec les autres valeurs telles que le prix de l'abonnement ou le prix du journal papier, que le système soit facile, ergonomique, donc pas devoir créer des comptes utilisateurs dans tous les journaux, ne pas devoir avoir 50 mots de passe à retenir pour 50 titres différents. Donc il y a une sorte de quête de facilité et d'ergonomie. Et finalement, il faut que le mix soit équilibré entre ce qui est en accès libre, ce qui est payant, de façon à ce que le lecteur occasionnel continue à venir sur le site de l'éditeur et qu'on puisse le convaincre de manière progressive à payer de temps en temps pour du contenu. Donc voilà, c'est les détails de ce que je viens de dire. Donc on peut peut-être passer plus Oui, là, on rapidement. entre dans le détail aussi sur les prix justes. Qu'est-ce qu'on entend par un prix juste? Ça peut être intéressant. C'est dire que, voilà, une presse d'information généraliste, ça peut être après économie, sport, ou en tout cas information généraliste, on peut se positionner entre 20 et 40 centimes. Ça, c'est un peu ce qu'on retient pour la vente à l'article. C'est sûr que si après on passe sur des contenus un peu plus haut de gamme, si on peut l'appeler comme ça, le prix varie. C'est comme l'abonnement après. Pas forcément en passant par de la presse professionnelle. Hein. On parle toujours de la presse orientée particulière. Là, c'est cette histoire de facilité d'ergonomie. Il faut que la création des comptes soit pas une entrave pour les lecteurs occasionnels à faire ces petites dépenses de temps en temps. Et finalement, c'est cette histoire de mix. Contenu payant, contenu gratuit. Voilà. Le système Kyota, en quelques slides, rapidement. Donc, c'est un système de vente par article qui s'intègre directement sur le site de l'éditeur, donc sur le site web du journal ou du magazine. Et l'idée, c'est de mieux monétiser du coup le segment des lecteurs occasionnels, ceux qui ne sont pas à l'heure actuelle prêts à s'abonner. Par ailleurs, l'un des objectifs, c'est d'assurer une prévisibilité des recettes générées sur ce segment-là, puisqu'il y a ce modèle économique que Alessandra avait rapidement présenté, où Kyota préachète le contenu en amont, et c'est Kyota ensuite qui en fait revend ce contenu par article sur le site de l'éditeur. Donc il y a une sorte de préachat d'abonnement auprès de l'éditeur, une multitude d'abonnements classiques, on va dire classiques, achetés par Kyota, et derrière il y a cette revente à l'unité faite par Kyota. Et dernier objectif, c'est de garder ce lecteur occasionnel dans le périmètre de l'éditeur, ne pas le faire partir vers une plateforme tierce. S'il est déjà chez nous, gardons-le chez nous et donnons-lui une solution adaptée à ses besoins directement sur le site. Je précise le terme chez nous, hein, je pense que maintenant c'est clair, c'est chez l'éditeur. Hein. Voilà, chez l'éditeur. Voilà. On dit chez nous, c'est l'éditeur. Kyota, voilà, comme j'ai introduit au début, c'est une solution orientée éditeur. Donc, voilà. Ensuite, donc les points forts pour le lecteur, c'est d'avoir un réseau d'enseignes dans lesquelles il peut dépenser ses crédits. Donc, pour le lecteur, l'intérêt devient encore plus important s'il peut dépenser le même crédit dans différents types de journaux qui couvrent différents sujets. Il peut l'utiliser de manière à son rythme. Donc, il prend son temps, il utilise ses crédits comme il le souhaite. Et il n'est pas obligé aussi de quitter le site de l'éditeur. Une fois qu'il est sur un article payant, en quelques clics, il a le contenu. Le modèle économique derrière, comme on disait, au départ, Kyota et l'éditeur signent un accord ou un contrat où Kyota achète une quantité, on va dire 100 ou 1000 abonnements, pour 6 mois. Donc il y a un engagement de Kyota pour 6 mois. Et en contrepartie de cet achat, Kyota a le droit de revendre à l'unité les articles directement sur le site de l'éditeur. Et il y a une conversion juste entre un abonnement acheté par Kyota
et le nombre d'articles que Kyota peut revendre. À la fin de chaque mois, il y a une réconciliation entre ce que Kyota a réellement vendu et ce que Kyota avait droit de vendre. Si Kyota a dépassé le quota, il y a un reversement. Donc, si Kyota a vendu plus que ce qu'il n'avait le droit, il y a un reversement des recettes excédentaires à l'éditeur. Si il y a des invendus, si Kyota n'a pas réussi à vendre tout ce qu'il y avait comme possibilité de vente, il n'y a pas de compensation. Donc l'éditeur a une sorte d'assurance. S'il y a trop de ventes, il touche le reversement des recettes excédentaires. S'il n'y a pas assez de ventes, il ne perd rien. Voilà. Et dernière... Précisez peut-être rapidement la clé des conversions, c'est-à-dire... Voilà. En fait, on se base sur... On essaie de répliquer les vrais abonnés. On regarde les statistiques des abonnés réels du journal. Combien d'articles ils consultent en moyenne par mois. Et c'est ça la conversion juste entre un abonnement acheté par Kyota et le nombre d'articles que Kyota peut revendre. Voilà. Et donc la gestion des data, on va se comporter comme si on faisait partie de l'infrastructure de l'éditeur. Donc tous les utilisateurs qui auront consulté un contenu chez l'éditeur, leurs data vont être gratuitement partagées avec l'éditeur. Donc on va pas essayer de monétiser cet aspect-là. Ces données appartiennent à l'éditeur puisqu'on est sur son site, donc ces données sont gratuitement partagées. Par ailleurs, il peut y avoir une sorte de prestation supplémentaire sur essayer de comprendre comment ces lecteurs-là se comportent dans le reste du réseau Kyota. Mais ça, c'est optionnel. Voilà. Et ça, voilà, avec un retour d'expérience, tout ça, ça vient d'un différents entretiens qu'on a fait avec quasiment toute la presse, dans différentes associations, mais aussi en bilatéral avec les éditeurs. Un point très important, c'est les datas pour les éditeurs, ça vous le savez. Et certaines solutions qui sont présentes sur le marché aujourd'hui, que ce soit français ou même international, alors, pas vraiment complémentaires peut-être à la solution Kyota, sont réticents, les éditeurs, parce que justement les datas sont gardées côté outils. C'est-à-dire, si on prend Instant Articles, si on prend d'autres exemples, tous les données en fait sont gardées chez l'outil, chez la plateforme tierce. Et c'est un point qui bloque effectivement l'éditeur. N'oublions pas, et nous on va vraiment dans ce sens-là, c'est l'éditeur qui a créé le contenu, c'est l'éditeur qui paie des journalistes, c'est l'éditeur qui choisit la stratégie de vente. Bah, en fait, les données, ça doit revenir à eux. Voilà, ça c'est vraiment notre vision. Petite démo, très rapide, ça prend 1 minute, et après peut-être on peut faire quelques questions. Il n'y a pas de son de toute façon. On a fait un exemple d'intégration sous les sites du Parisien, juste avant la refonte. En commun accord avec lui, on s'était rencontrés. On est membre du GEST, hein, si vous connaissez l'association. Du coup, lui, aujourd'hui, les Parisiens avaient juste l'abonnement. La chose qu'on est en train de proposer aux Parisiens, c'est de pouvoir vendre à l'unité les mêmes contenus premium qu'ils souhaitent rendre accessibles que derrière abonnement. Du coup, l'intégration Kyota, vous voyez, ça s'est fait vraiment de manière très look and feel, très, très proche du graphisme de l'éditeur. Tous les codes couleurs, tout le format souhaité par l'éditeur est possible en fait. C'est pas, voilà, à cette phase-là, nous on est encore dans une optique où le lecteur est venu sous le Parisien, n'est pas venu sous Kyota. Et il doit rester familier dans ces contextes. Du coup, on souhaite consommer cet article à l'unité. Là, on a déjà fait appel, donc c'est un petit script hein, qui fait appel au système Kyota. Il y a donc tout un système avec un pop-up qui s'ouvre. On a la possibilité de se loguer, de rappeler un petit peu avec les logos du Parisien ou les logos de l'éditeur, de rappeler où on est. Avec un login, on peut se connecter aussi avec Facebook. Voilà. Si on n'a plus de crédits, donc ça c'est vraiment le cas
où ça démarre, hein, la première fois, où vous avez terminé vos crédits gratuits pour les lancements. On essaie de montrer le workflow les plus longs possible pour consulter cet article. Donc, vraiment, comme on dirait en informatique, les cas pires dans lesquels un utilisateur peut se retrouver. Là, on est au deuxième clic, c'est-à-dire on est arrivé sous le choix des crédits qu'on souhaite déposer. On renseigne la carte bancaire qui n'est pas gardée sous Kyota. Et une fois que les informations sont saisies, les crédits est déposé et tout de suite, donc ça, on a fait 2 clics, on est au 3e, et vous dit, vous avez déposé 50 crédits, est-ce que vous êtes intéressé à consommer 3 crédits pour l'article du Parisien? Du coup, Kyota valide, envoie une information aux Parisiennes qui intègre le retour et ouvre les accès. Le retour que fait le système Kyota, il est assez simple, hein, c'est des crédentiels. Il dit juste, en gros, hein, oui ou non. Après, derrière, l'éditeur fait entre guillemets ce qu'il veut. S'il veut mettre une page entre les deux pour stocker des informations, par exemple les datas qu'on envoie en flux, ou par exemple stocker d'autres informations, activer une pub ou la désactiver, il peut y avoir différents types de... La lecture Zen, par exemple, on peut basculer dans la lecture Zen. Voilà. Enfin, c'est vraiment, voilà, après, c'est ce type de fonctionnement-là. Du coup, on a fini. Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'avais une première question un petit peu plus technique. C'est comment ça s'intègre votre script dans un site? Parce qu'il faut que ça soit relativement simple. C'est un code en BD ou est-ce que c'est un plugin? C'est du JavaScript. C'est un script qu'on intègre tout au long de la page et après des paramètres. Les paramètres de ces scripts, c'est les codes couleurs, l'élargissement ou pas du bouton. Donc, à niveau widget, si on veut l'appeler comme ça, du bouton, c'est juste un script. Et c'est du JavaScript. Donc, pas besoin de développeur ou d'intégration? Il y a la côté back-end. Donc, une fois que les scripts, il appelle, donc il y a la côté front-end, les boutons que vous avez vus, et la côté back-end, donc une simple appel à Kyota, à l'API Kyota. Bon, après, on entrera dans le détail technique, mais c'est vraiment une appel HTTP qui vous dit juste, avec des informations pareilles que vous aurez, donc le token partenaire ou des choses comme ça, et il vous renvoie juste, oui, enfin, vous avez le droit ou pas. Kyota donne droit à cet utilisateur ou pas. Et deuxième petite question, sur le modèle économique, je n'ai pas bien saisi, donc il y a un système de reversement, donc il y a du partage de revenus, mais il y a aussi un abonnement. Non, il n'y a pas de partage de revenus. Là, on est vraiment dans un modèle où c'est une source de revenus directe tout de suite pour l'éditeur. On achète du contenu. Nous, dans la première étape... Vous l'achetez à quel prix exactement? Au prix affiché, le pur digital. Prenons un exemple, je n'ai pas en tête, prenons 9,90 € d'un pur digital. On achète son abonnement, on l'achète au prix coûtant. On ne cherche pas à faire... Moi, je connais bien, vu qu'on achète en masse, d'avoir des réductions. En fait, on ne va pas du tout dans ce sens-là. Nous, on apporte plus d'abonnés chez l'éditeur et des ressources de revenus directs. C'est ça qu'on fait. Du coup, après, c'est notre pari, parce que c'est un pari qu'on fait, c'est de vendre à l'unité. Et voilà. Et nous, on fait la marge sur la vente à l'unité. Donc, ce qu'il dépasse, c'est un peu second. Enfin, on pourra en discuter après. On est à l'espace découverte. Dans l'exemple ici, dans l'exemple que vous avez montré, le lecteur, il n'a pas connaissance spécialement qu'il est sur Kyota. Donc, il a l'impression d'acheter des crédits pour le Parisien. Sauf que j'ai l'impression que votre modèle, c'est on achète des crédits et on peut les dépenser partout sur toute la presse en ligne. Exactement. Du coup, bon, là, je suis allé très vite. Hein, mais si vous regardez un petit peu, on a quand même affiché... oui, vous avez affiché on a affiché motorisé Kyota et on va peut-être ajouter quelques petits logos Kyota. Donc après, c'est à nous aussi d'informer motorisé par Kyota. C'est à nous aussi d'informer bien l'utilisateur avec après des adresses mail, juste des présentations du service à ceux qu'il a droit. C'est-à-dire, on lui rappelle que ce mois-ci, on a 2 nouveaux partenaires. En fin d'année, il y a 10 partenaires, 15 partenaires, et lui sait comme ça où il peut aller. Merci. Vous avez combien de clients en France, à part le Parisien? Alors, on n'a pas le Parisien. Donc, bon, oui. Je suis allé aussi peut-être très vite sur le lancement au début. On a été créé en novembre 2015. On a
tout finaliser, la phase d'amorçage, de création technique, des tests, à niveau tout juridique et tout ça, en mars. Et on a commencé la commercialisation au mois de mai. D'accord. Donc à date, on a signé à date avec aucun partenaire. Et nous pensons qu'avant la fin d'année, on aura 2 partenaires. Ok. À quel prix vous êtes censé acheter les abonnements? Moitié prix que le prix C'est normal? ça que je disais, on achète au prix normal. Au prix normal, Au prix d'accord. normal. Et- Voilà. D'accord, ok. Très bien, merci. Oui, sur la data, je ne suis pas sûr de bien avoir compris. Est-ce que Kyota se réserve la possibilité d'utiliser la data? Alors, Kyota se réserve la possibilité de faire du data mining pour ne pas utiliser data scientist ou autre chose. Ça réserve juste la possibilité, derrière une prestation, de dire 10% de nos utilisateurs sont intéressés à l'économie, la géopolitique. Ils font une consultation régionale, de manière nomade sur smartphone. En fait, c'est plus de ce type d'analyse de prestations qu'on fait. Chose que l'éditeur peut faire sans problème, mais uniquement avec ses lecteurs à lui. En fait, nous, la chose qu'on apporte avec cette analyse des data, c'est tout le réseau Kyota. En fait, voilà, on peut interpréter ça de plusieurs manières. On ne sait pas encore, mais ça peut être pour la création du contenu spécifique. Ça peut être, voilà, en fait, c'est plus des statistiques c'est plus de l'analyse des données que vraiment de la donnée pour relancer. C'est pour avoir de la matière, des réflexions chez l'éditeur pour du contenu, par exemple. Bon, merci beaucoup.